Paris, 1919. Pour oublier la guerre, les Parisiens se lancent à corps perdu dans la fête. La ville n'a jamais été aussi cosmopolite. Un vent de liberté souffle qui attire jazzmen, peintres, écrivains, intellectuels du monde entier. C'est ici, au cœur de l'Empire français, que par un étonnant paradoxe vont naître les luttes anticoloniales. À l'ombre de ce Paris des années folles, un Paris inconnu va émerger. Celui des invisibles, venus des colonies pour travailler, mais aussi s'exprimer et finalement s'engager. Dans ce Paris-là vont se rêver les contours d'un monde futur porté par quelques visionnaires. Ils ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont à l'aube d'un renversement impensable, le renversement des empires coloniaux. Parmi ces pionniers, 3 hommes vont écrire chacun l'une des pages les plus importantes de l'histoire de leur pays. Un certain Nguyen Thanh Tan vient de l'Indochine française. Il s'agit du futur Ho Chi Minh. Messali Hadj, né dans un département français de l'Algérie, traverse la Méditerranée pour améliorer sa condition et celle de son peuple. Lamine Senghor, tirailleur sénégalais, a servi la France dans les tranchées et l'a payé de sa santé. Il deviendra l'un des précurseurs de la conscience noire. Avant-guerre, le jeune Ho Chi Minh a compris que l'Indochine, protectorat français, n'offre aucun avenir aux hommes instruits de sa génération. En 1911, à peine âgé de 20 ans, il décide de quitter son pays et s'embarque clandestinement à la découverte du monde, avec en tête les mots de son professeur de français. Cet homme a inculqué, si vous voulez, a insinué le désir chez Ho Chi Minh d'aller connaître la France. Ça, je crois quand même, c'est une chose qui n'apparaît pas dans la plupart des... Parce qu'on ne connaît pas cette histoire. Mais il lui avait dit, écoute, tu vas à Paris, et à Paris, il y a des monuments extraordinaires, il y a surtout des bibliothèques extraordinaires qui sont libres d'accès. Et là, tu pourras tout lire, tous les livres d'histoire sur la Révolution française, sur les révolutions anglaises, américaines, etc., etc. Enfin, il lui dit, Paris, c'est là où il faut aller. J'avais 13 ans quand pour la première fois, j'ai entendu la devise « Liberté, égalité, fraternité » venue de France. Alors, j'ai tout de suite eu envie de connaître la civilisation française, voulant comprendre le vrai sens qui se cache derrière les mots. Après un long périple à travers le monde, il débarque enfin à Paris en 1919 et rejoint son mentor Phan Chu Trinh, un grand lettré qui souhaite améliorer le sort du peuple vietnamien. À ce moment précis, la métropole est le centre du monde. La conférence de la paix, où les vainqueurs vont se partager les territoires, a commencé. C'est l'ébullition depuis des mois. Toutes sortes de revendications nationales fusent, portées par la déclaration de Wilson sur le droit des peuples à l'autodétermination. Autodétermination. Ce mot a galvanisé les peuples sous tutelle. Ils sont tous là. Les Irlandais, les Coréens, les Ukrainiens, les Arméniens, les Bosniaques. Ho Chi Minh et ses amis décident d'interpeller le président Wilson sur le sort du Vietnam. Ils rédigent à 4 mains les revendications du peuple annamite, signées d'un nom d'emprunt, Nguyen Ai Quoc. En se réclamant de la protection du peuple français, le peuple annamite, bien loin de s'humilier, s'honore au contraire. Car il sait que le peuple français représente la liberté et la justice et ne renoncera jamais à son sublime idéal de fraternité universelle. Et il s'est aperçu d'une chose, la carte du monde a été refaite par les grands. C'est tout. Et au fond, eux, les petits, là, qui venaient invoquer les droits des peuples à l'autodétermination, comptaient pas. Si vous voulez, alors là, ça l'a rendu certainement plus réaliste. C'est un peu peut-être que sa crédulité ou sa naïveté s'est un peu dissipée à ce moment-là. Et en tout cas, sur place, à l'intérieur de la France, je pense qu'il était déjà clair pour lui, que jamais la France ne renoncerait à ses colonies, à son empire colonial. Cette lettre ne sera jamais lue par Wilson, mais elle est le déclencheur d'une surveillance policière à l'échelle de la métropole. Pour retrouver son auteur,
le ministère des colonies met sur pied, en cheville avec la préfecture de police de Paris, le CAI, Service de contrôle et d'assistance aux indigènes des colonies. Sous ce nom se cache un réseau d'espionnage chargé de les infiltrer. Tout d'abord, Nguyen Ai Quoc cache derrière un nom d'emprunt sa véritable identité. Nguyen Ai Quoc signifie tout simplement Nguyen le patriote. Nguyen Ai Quoc se dit anamite. L'est-il en réalité? Qui le prouve? Il se mêle à notre politique, fait partie de groupements politiques, prend la parole dans des réunions révolutionnaires et nous ne savons même pas en présence de qui nous nous trouvons. Il existe de nombreuses interactions entre les activistes chinois et vietnamiens, dont Ho Chi Minh. D'ailleurs, dans les rapports de surveillance de la police, il y a souvent des doutes sur l'origine des personnes. On confond les différentes nationalités asiatiques et on les met toutes dans le même sac. Ce qui prouve à la fois que la police française ne sait pas toujours qui est qui, mais aussi qu'il y a réellement des interactions et des échanges entre les deux groupes. Un adjudant vietnamien est recruté par le CAI pour infiltrer le groupe des patriotes anamites. Il signe ses rapports sous le nom de code Jean. J'ai vu Nguyen Ai Quoc hier soir. J'ai pu obtenir de lui le consentement de dîner avec moi. Il me paraît être un jeune homme très intelligent. Il m'a dit « Je ne vous cache plus que je suis bien Nguyen Ai Quoc qui a signé la revendication du peuple anamite et divers articles concernant l'Indochine. » C'est le moment qui fait d'Ho Chi Minh un activiste politique. Parce que la police française comprend qui est cet homme dont elle n'a jamais entendu parler. Elle tente de le localiser et de l'espionner grâce à des agents infiltrés, et c'est ainsi qu'il devient un activiste politique de premier plan en France, et bien sûr, à plus long terme, au Vietnam. L'insaisissable Ho Chi Minh doit gagner sa vie. Il travaille comme retoucheur pour un photographe. Mais surtout, il arpente Paris et découvre un paysage qu'il n'imaginait pas. À côté des quartiers riches, il y a les quartiers populaires avec les ouvriers, mais aussi les clochards, les déshérités. Il pensait aller chez l'ennemi et ce qu'il voit, c'est la pauvreté d'une grande partie du peuple français. Et dans cette société de classe, on peut trouver des alliés. Ho Chi Minh passe à l'action. Il adhère au Parti socialiste français, fréquente ses cercles et tape à la porte de tous les journaux susceptibles de publier ses articles. Avant 1914, il n'était que de sales nègres et de sales anamites, bons à tirer le pouce-pouce et à recevoir des coups de cadouille. La joyeuse et fraîche guerre déclarée, les voilà devenus chers enfants et braves amis. Ils ont dû quitter brusquement leurs rizières ou leurs moutons, leurs enfants et leurs femmes pour venir par-delà les océans pourrir sur les champs de bataille de l'Europe. Durant les 4 années de guerre, des centaines de milliers de coloniaux ont en effet été appelés en renfort. Nord-africains, asiatiques et ouest-africains sont venus en France soutenir l'effort de guerre, au front comme à l'arrière. Le destin de ces hommes va en être bouleversé. Parmi eux, au front, un jeune paysan du Sénégal, Lamine Senghor. Mobilisé en France, de Verdun à la Somme, Lamine Senghor a vécu dans sa chair l'horreur des tranchées. Blessé, gazé, tuberculeux, il est démobilisé et décoré de la Croix de guerre. Il obtient la nationalité française et après la guerre un emploi de facteur à Paris, où il s'installe avec sa femme rencontrée à Fréjus, à l'arrière du front. Paris connaît alors la plus grande vague migratoire de son histoire, venue des 4 coins de l'Europe et en moindre mesure des colonies. Des communautés ethniques se forment avec leur société d'entraide, comme la Fraternité africaine, l'Association mutuelle des Indochinois, la Fraternité musulmane. Pour l'État français, il s'agira de contrôler à tout prix celle qui pourrait se politiser et semer le trouble dans l'Empire depuis la métropole. Alors, Lamine Senghor, donc, qui travaille comme facteur au PTT, va également être en contact avec les milieux africains de Paris, notamment une organisation qui s'appelle la Fraternité africaine, dans laquelle il y a pour l'essentiel des Sénégalais. Il est donc dans cette mouvance
Et il va demander, à un moment, pour des raisons de santé, à être rapatrié au Sénégal. Et à ce moment-là, Lamine Senghor est approché par le service de contrôle et d'assistance des indigènes en France, plus connu sous les initiales de CAI, qui va en quelque sorte lui mettre un deal entre les mains, de lui dire que s'il donne des informations sur ce qui se dit, sur ce qui se fait au sein de la fraternité africaine, eh bien que ça faciliterait sans aucun doute sa demande de rapatriement au Sénégal. Et donc, Lamine Senghor devient l'agent Martin. Je suis allé à la porte Saint-Denis, où j'ai rencontré une vingtaine de Noirs et quelques femmes, dont beaucoup de blanches. Il y avait là un Diallo Samba qui voulait fonder une société mutuelle. Un autre participant, Lo Amadou, lui dit « Si vous n'avez pas un Européen assez fort et assez riche pour être à la tête de votre société, je vois 1000 obstacles devant vous de la part du ministère des colonies. » « Mais nous ne faisons pas de politique, » répond Diallo Samba. « Le ministère devrait plutôt nous encourager. »« Vous ne pourrez pas vous empêcher de faire de la politique, » répond Lo Amadou, « car vous aurez envie de défendre vos adhérents contre les injustices qui se font journellement aux Noirs, à Paris. » Malgré sa coopération, Lamine Senghor n'a toujours pas la réponse à sa demande de rapatriement avec sa femme au Sénégal. Le service de contrôle des indigènes souhaite sans doute garder sous le coude un agent précieux. Mais ce n'est pas la seule raison. Là où à Paris, c'était acceptable d'avoir des couples mixtes, ça faisait un petit peu peur de renvoyer ces couples mixtes outre-mer parce que ça remettait un peu en question toutes ces questions de prestige colonial qui jouaient vraiment sur, à l'époque, une hiérarchie des races et des sexes, avec tout en haut l'homme blanc, puis la femme blanche, et ensuite, évidemment, les colonisés. Donc, l'idée qu'une femme blanche puisse épouser un homme noir, ça renversait cette hiérarchie et ça changeait un petit peu la donne, d'une manière qui faisait très peur aux autorités. Face à un empire où les indigènes n'ont ni liberté de mouvement, ni liberté d'expression, la ville lumière ouvre l'horizon des possibles. Un autre homme se met en route vers ce phare. Il connaît déjà la France pour y avoir fait son service militaire. Il est né en Algérie. Il s'appelle Messali Hadj. Un jour d'octobre 1923, je me suis finalement retrouvé à Paris, à la gare de Lyon, comme un arbre déraciné. J'étais là, debout, fortement impressionné par la circulation, le va-et-vient des voyageurs, le bruit et toute cette animation qui régnait autour de moi. La petite chambre où je me suis installé donnait sur la gare et le boulevard Diderot. La première nuit, je ne fis que me retourner sans cesse dans mon lit, comme un méchoui sur le feu. Ce n'est que vers 2 heures du matin que j'ai pu m'assoupir pendant quelques heures. Jamais je n'ai oublié ces 2 ou 3 nuits passées dans cet hôtel à cause de l'intensité du bruit. Quelle différence avec Tlemcen, ma petite ville chérie, son calme et son air printanier. Pourquoi donc, me disais-je, l'ai-je abandonné pour cet enfer ? À l'arrivée à Paris, c'est d'abord le choc de la grande ville. Les bâtiments, l'architecture, les grandes rues, les boulevards, les avenues, ça c'est quand même tous ces bâtiments, les banques, les commerces, les grands magasins. Il y a un éblouissement que par ailleurs tous les immigrés ressentiront lorsqu'ils arriveront à Paris. Moi-même, en 1962, quand j'ai vu Paris, j'ai dit c'est pas possible, ça n'a rien à voir avec tout ce que j'avais pu voir auparavant. Donc vous voyez, c'est 40 ans après. Et tout d'un coup, dans cette immensité urbaine, il y a une grande solitude. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le choc de la beauté esthétique et en même temps la grande solitude qui existe dans une ville où personne ne se connaît et on ne connaît personne. Tout de suite, j'ai eu l'idée de faire une visite surprise à Madame Couetou, que j'avais rencontrée lors de mon service militaire. Elle habitait rue du Repos, dans le quartier du Père-Lachaise. Elle m'a embrassé en me disant « Comme je suis contente de te voir ». C'est chez cette dame qu'il va rencontrer celle qui va être sa compagne pour la vie, qui est une femme française qui s'appelle Émilie Buscan. Ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, ils vont vivre ensemble. Et elle a une particularité, c'est qu'elle est fille de militants anarchistes, militants anarcho-syndicalistes. C'est une militante très engagée et qui va très vite devenir très fusionnelle avec Messali. C'est-à-dire qu'ils vont partager ensemble
La bataille contre les injustices, contre les inégalités, contre le racisme, ça c'est quelque chose qu'ils vont partager tous les deux de manière très forte. Au premier rang de ces injustices, le sort fait aux Algériens, qui ont payé un tribut de 25 000 tués à la Grande Guerre. Devenu sergent, Messali Hadj constate qu'il gagne 7 fois moins qu'un Français. Mais lorsqu'il s'adresse à son administration, on lui répond qu'en sa qualité d'indigène, il ne peut jouir de tous les droits réservés aux Français. Ils ont un statut tout à fait particulier, dans la mesure où ils ne sont pas français, puisque indigènes musulmans en Algérie, ils n'ont pas la citoyenneté française, la nationalité française. Mais puisque l'Algérie, c'est la France, ils ne sont pas non plus des étrangers, puisqu'ils viennent d'un territoire considéré comme français. Donc ils ne sont, par conséquent, ni français, ni étrangers. Ce sont des hommes qui sont en fait des hommes invisibles. J'habitais à cette époque le 20e arrondissement, où vivaient côte à côte une importante classe ouvrière, des artisans et une bourgeoisie en voie de développement. Il y avait également une petite colonie algérienne qui n'avait pas le droit de voter. Nous étions alors des sujets français, soumis à la loi du Code de l'indigénat et astreints à tous les devoirs, sans aucun droit. À l'usine où il travaille, Messali découvre la condition ouvrière, et notamment celle des Algériens, victimes d'inégalités salariales et de brimades en tout genre. Cette expérience va aiguiser sa conscience politique. Il lui reste à trouver le cadre de sa révolte. Le quartier cosmopolite de Paris, c'est le quartier latin. Des étudiants venus du monde entier, sud-américains, tunisiens, chinois, ont choisi Paris pour son ébullition politique et intellectuelle. Si on dessinait une carte de Paris avec les points chauds des discours anticoloniaux, on aurait les 19e et 20e arrondissements, dans une moindre mesure, mais le cœur de l'activisme, c'est vraiment le quartier latin. Le 9 de courant, Nguyen Ai Quoc s'est rendu à 2 reprises à la bibliothèque Sainte-Geneviève, place Panthéon, et il est allé 44 rue de la Clé chez un nommé Tran Van Quoc. Le 10, il s'est rendu à la bibliothèque Sainte-Geneviève et il est resté jusqu'à 16h. À 18h, Nguyen Ai Quoc, accompagné de Lee Van Sao, est allé chez M. Trin, 47 rue Claude Bernard, où il est resté jusqu'à 19h20. De là, il est retourné à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Il profite de toute cette période-là pour s'instruire d'abord lui-même et en même temps pour nouer des relations avec tous les gens qui, en France, n'est-ce pas, avaient de la sympathie pour les colonisés. Ho Chi Minh, avec une audace remarquable, s'est rapproché de tous les alliés possibles à Paris. Après son adhésion au Parti socialiste, il entre à la franc-maçonnerie, entretient des contacts étroits avec la Ligue des droits de l'homme et les milieux anarchistes. Mais le grand tournant pour Ho Chi Minh, c'est le congrès de Tours en décembre 1920. Ce qui est en question, c'est l'adhésion du Parti socialiste français à la 3e internationale communiste fondée par les bolcheviks. Parmi les 21 conditions posées, la 8e exige de mener par des actes le combat anticolonial. C'est alors qu'Ho Chi Minh monte à la tribune. Camarades, je viens aujourd'hui comme socialiste protester contre les crimes abominables commis dans mon pays d'origine. La liberté de presse et d'opinion n'existe pas pour nous, pas plus que la liberté de réunion ou d'association. En Indochine, on fait tout ce qu'on peut pour nous intoxiquer avec l'opium et pour nous abrutir avec l'alcool. Voilà, camarades, comment plus de 20 millions d'anamites sont traités. Le Parti socialiste se doit de mener une action efficace en faveur des indigènes opprimés. Camarades, sauvez-nous! Le Parti communiste français est né et Ho Chi Minh est l'un de ses fondateurs. Dans la foulée, avec une poignée de Malgaches, d'Antillais et de Vietnamiens, Ho Chi Minh crée une organisation, l'Union intercoloniale. C'est là que va naître une génération politique.
L'Union intercoloniale est importante parce qu'elle fournit une infrastructure à ces activistes. Elle leur donne aussi de l'argent et des lieux pour se réunir. Elle leur permet de publier un journal. L'Union intercoloniale a un organe de presse, le Paria, pour lequel Ho Chi Minh écrit de nombreux articles. Ces textes ne parlent pas tous du Vietnam d'ailleurs. Il aborde aussi d'autres thèmes, comme le colonialisme britannique en Afrique, par exemple. L'Union intercoloniale va exister de 1921 à 1926 approximativement, soit seulement 5 ans. Mais en 5 ans, elle s'impose comme l'école qui forme les militants anticoloniaux dans tout l'Empire français. L'Union intercoloniale, nid d'activistes issus de toutes les régions de l'Empire français, est dans le viseur des services de renseignement, qui demande à sa nouvelle recrue Lamine Senghor de l'infiltrer. Vendredi 26, vers les 9h du soir. Étant de passage dans la rue Monge, j'en ai profité pour voir s'il y avait quelqu'un au bureau du Paria. Dimanche 28, je suis allé demander mon admission comme membre actif de l'Union intercoloniale. Ma demande est reçue. Signé Martin. Lamine Senghor aurait pu faire un excellent indicateur, mais voilà. Un événement va faire dévier sa trajectoire. Il est appelé comme témoin à un procès qui va secouer le milieu noir parisien. Ce procès oppose l'homme politique Blaise Diagne à l'écrivain René Maran. Dans un article des Continents, journal panafricain, René Maran accuse le sous-secrétaire d'État aux colonies, Blaise Diagne, d'avoir touché de l'argent pour le recrutement des conscrits indigènes en Afrique. Appelé à la barre pour défendre le journal, le blessé de guerre Lamine Senghor dresse un réquisitoire vibrant contre les traitements infligés aux tirailleurs pendant la Grande Guerre. C'est là que Lamine Senghor se révèle à lui-même et à l'opinion publique. Au lieu de s'attarder à prouver combien de centimes le grand négrier touche par tête de Sénégalais qu'il recruta, il aurait fallu faire passer devant lui toute une procession d'aveugles, de mutilés, de veuves et d'orphelins. Toutes ces victimes lui auraient craché à la face l'infamie de la mission qu'il avait accomplie. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est-à-dire c'est lié au parcours de Lamine Senghor. C'est-à-dire vous avez quelqu'un qui vient d'une situation coloniale, qui était un analphabète, ancien combattant, donc un autodidacte. Donc son profil n'a rien à voir, par exemple, avec les militants anticolonialistes antillais qui ont eu l'occasion d'aller à l'école, de faire des études supérieures, de devenir avocat. C'est ça ce qui fait le caractère un petit peu exceptionnel et véritablement poignant, je dirais vrai, de son discours et qui lui permet de mobiliser son auditoire. Le CAI a recruté celui qui deviendra le plus ardent défenseur de la lutte anticoloniale sur la scène politique française. Exit l'agent Martin. L'agitation des activistes ne reste pas confinée dans la capitale. L'Union intercoloniale répand ses idées dans le Paria, un brûlot qui dénonce inlassablement la brutalité du colonialisme. Tiré à quelques 2000 exemplaires, le Paria est distribué clandestinement jusque dans les colonies, pour y semer les germes de la révolte. Les autorités françaises se retrouvent face à un dilemme. Comment empêcher cette propagande? Faut-il expulser les agitateurs? La police parisienne et le ministère de l'Intérieur veulent les expulser pour se débarrasser du problème. Mais le ministère des colonies répond « Non, 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 surtout pas. Si on les expulse, on transfère le problème au Vietnam. Mieux vaut les garder à Paris, où on peut les surveiller et les contrôler plus efficacement qu'à Hanoï. » Donc, les différentes instances françaises sont divisées sur la question. Faut-il expulser les activistes venus des colonies ou non? La plupart du temps, le ministère des colonies a le dernier mot. Et ces gens restent en France. L'argument étant, en France, on peut mieux les contrôler. Le CAI est sur les dents et recherche un certain Nguyen Ai Quoc. 19 septembre 1923. Nguyen Ai Quoc est devenu un sujet de particulière préoccupation. Il a disparu depuis plusieurs semaines.
Parti passer quelques jours en Savoie, avait-il annoncé. Il n'est pas revenu à Paris. La prolongation de cette absence est d'autant plus étrange que, selon nos informations, Nguyen Ai Quoc n'avait sur lui que 200 francs au moment de son départ. Son bagage était également des plus légers. Il a même laissé une partie de son linge à Paris. Ses compatriotes s'étonnent et s'inquiètent de cette absence, et Phan Chu Trinh a même accusé un de nos agents secrets de l'avoir fait arrêter ou assassiner. 17 octobre 1923. La piste de Nguyen Ai Quoc a été retrouvée. D'après nos informations, Nguyen Ai Quoc se serait rendu à Moscou grâce au soutien financier de l'Union intercoloniale. La Sûreté générale, à qui j'ai communiqué les renseignements, m'a laissé entendre que tous les jours, des personnes appartenant au Parti communiste français se rendaient en Russie et qu'aucune surveillance efficace ne pouvait être exercée pour l'éviter. Il est plus que probable que Nguyen Ai Quoc se soit rendu en Russie afin de s'entendre avec les soviets sur la forme qu'il aurait lieu de donner en Indochine à la propagande communiste. Ho Chi Minh a quitté Paris, convaincu qu'il ne peut plus y agir. C'est depuis Moscou, et plus tard la Chine, qu'il pourra faire avancer sa cause. Il n'en va pas de même pour Messali Hadj. Il reste persuadé que c'est aux côtés du peuple français, et notamment de la classe ouvrière, qu'il doit mener son combat pour l'Algérie. Sous l'influence de quelques camarades, il adhère au seul parti de l'engagement radical anticolonialiste, le Parti communiste français. Une grande fraternité régnait dans les meetings des communistes et le mot « camarade » prenait tout son sens humain. J'ai trouvé que ce mot avait même quelque chose de religieux. Les premiers intervenants étaient toujours simples, éloquents, mordants. Ils critiquaient avec une grande énergie la politique colonialiste et expansionniste du gouvernement français. Ils disaient « Nous sommes pour l'indépendance des peuples colonisés ». Si le Parti communiste porte sa voix contre le colonialisme, l'événement qui va incarner la lutte anticoloniale dans les années 20, c'est la guerre du Rif. Dans cette région montagneuse du Maroc, l'émir Abdelkrim s'est soulevé contre la tutelle espagnole et a proclamé l'indépendance du Rif. Pendant 5 longues années, son armée tient tête aux puissances impériales, les faisant vaciller pour la première fois avant d'être écrasée. Les Rifins ne sont pas seuls, car leur guerre fait partie d'un mouvement de libération qui se manifeste aussi bien à Shanghai qu'à Tétouan. Cette guerre sera la matrice de toutes les guérillas indépendantistes à venir. Exemple pour des leaders comme Messali Hadj et Lamine Sangor, qui songent alors à fonder leurs propres organisations. Et c'est là vraiment que Lamine Senghor commence à penser une autre manière de s'unir autour vraiment de la question noire ou nègre. Les deux mots sont utilisés dans les titres des unions qui vont suivre. Et ce mot nègre, c'est un mot qui rappelle en particulier l'histoire non seulement coloniale, mais aussi l'histoire esclavagiste. Et c'est de là qu'ils partent pour essayer de trouver une thématique qui réunit tous les Noirs du Paris anti-impérialiste et du Paris noir, tout simplement. Et c'est un mot qui, même s'il provoque, surtout dans les milieux intellectuels, va quand même finir par leur donner une raison de se rallier à certaines de ces causes, puisqu'ils ont tous en commun ce passé esclavagiste, qu'ils viennent des États-Unis, de la Caraïbe, de l'Afrique, ou qu'ils soient à Paris pendant l'entre-deux-guerres. Nègres, nos terres, nos droits et notre liberté ne nous appartenant plus. Nous nous cramponnons sur ce qui, avec l'éclat de la couleur de notre épiderme, sont les seuls biens qui nous restent de l'héritage de nos aïeux. Ce nom est à nous, nous sommes à lui. Il est nôtre comme nous sommes siens. En lui, nous mettons tout notre honneur et notre foi de défendre notre race. Oui, messieurs, vous avez voulu vous servir de ce nom comme mot d'ordre scissionniste. Nous nous en servons comme mot d'ordre de ralliement. Un flambeau. Nous nous faisons honneur et gloire de nous appeler nègres, avec un N majuscule en tête. C'est notre race nègre que nous voulons guider sur la voie de sa libération totale du joug esclavagiste qu'elle subit. Nous voulons imposer le respect dû à notre race, ainsi que son égalité avec toutes les autres races du monde, ce qui est son droit et notre devoir, et nous nous appelons nègres.
Mais Salih Hadj lui aussi veut créer son propre mouvement. Il cherche des alliés, des têtes pensantes parmi les étudiants tunisiens et marocains qui commencent à affluer à Paris. À l'été 1926, dans le quartier latin, il rencontre pour la première fois les étudiants en droit tunisiens Habib Bourguiba et Chadli Karala. Ils envisagent de fonder un mouvement. Ce sera l'Étoile nord-africaine. Le 2 juillet, le comité central est élu et Salih Hadj nommé secrétaire général. Il a 28 ans. Avec ses compagnons, ils vont pour la première fois oser revendiquer l'indépendance. Ils avaient cette espèce de modernité aussi, hein, je veux dire politique, de volontarisme politique, très fort. Et puis, sans tabou. Ils sont transgressifs, quoi. Ils ne sont pas dans la coutume religieuse traditionnelle, etc. Pourquoi ? Mais parce que les religieux traditionnels en Algérie, à cette époque-là, ils ne sont pas pour l'indépendance de l'Algérie. Les oulémas ne sont pas pour l'indépendance de l'Algérie. Donc, eux sont transgressifs. Eux, ils disent... Nous voulons l'indépendance de l'Algérie, mais pour cela, il faut transgresser. Il faut, disons, ne pas hésiter à passer des alliances, ne pas hésiter à avoir des amis, ne pas hésiter à sortir, ne pas hésiter à sortir, entre guillemets, du ghetto culturel et politique. Ils ont ça dans la tête. Mais Salih, lui, il veut surtout militer davantage. Alors comment il fait ? Avec ses compagnons, ils vont essayer de trouver du travail qui leur laisse du temps libre. Alors, qu'est-ce qui laisse du temps libre ? Eh bien, c'est la vente sur les marchés. Il fait les marchés, en fait. Si on se lève très tôt le matin, on fait les marchés. 11h midi, on replie et c'est fini. Au local de l'Étoile nord-africaine, je crois, qui était rue Daguerre, dans le 14e, dans la cour, il y avait les charrettes de tous les marchands de 4 saisons qui étaient dans la cour disposées quand ils faisaient une réunion du comité directeur. On entrait dans la cour et puis il y a les brouettes partout. C'était les dirigeants, les militants qui venaient se réunir. Après, ils reprenaient leurs brouettes, leurs charrettes et puis ils allaient ensuite arpenter les rues de Paris pour vendre quand ils avaient fini les réunions. Donc vous voyez, ça leur laissait quand même du temps libre pour militer, parce que c'était vraiment devenu, pour eux, j'allais presque dire une obsession, quoi, fondamentalement. Hein. C'était toute leur vie était subordonnée à la politique et au militantisme. Soutenu financièrement par le PCF, l'Étoile nord-africaine et le Comité de défense de la race nègre vont s'armer chacun d'un journal pour propager leurs idées. Ce sera d'un côté El Oumma et de l'autre le Cri des Nègres, premier organe d'un panafricanisme virulent. Face à l'essor de ces deux organisations aux idées radicales, les notes des agents s'accumulent et le CAI fait remonter les informations jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Monsieur le préfet de police, suivant une information que vient de me faire parvenir le département des Affaires étrangères, les délégations réunies au Congrès anticolonial de Bruxelles auraient résolu de fonder une ligue contre l'impérialisme et pour l'indépendance nationale, ligue pourvue d'un comité exécutif dont le siège serait à Paris. Je vous prie de bien vouloir prescrire toutes mesures utiles pour rechercher la composition de ce comité exécutif, en assurer la surveillance et me transmettre tous les renseignements à ce sujet. Le directeur de la Sûreté générale. Au congrès de Bruxelles, orchestré par le Comintern, de nombreuses personnalités du monde politique et intellectuel sont invitées, comme Albert Einstein et Henri Barbusse. L'État français n'oublie pas, par ailleurs, d'envoyer quelques discrets diplomates. À la tribune, Salih Hadj et Lamine Senghor font sensation. Pour la première fois, écrit le Tunisien Chadli Karala, 150 délégués représentant 1 milliard d'opprimés sous le joug de l'impérialisme ont clamé à la face du monde leur douleur et ont affirmé leur volonté de lutte énergique jusqu'à la libération totale. Le troisième monde a émergé sur la scène internationale. Camarades, les nègres se sont trop longtemps endormis. Mais méfiez-vous. Celui qui a bien dormi et qui s'est réveillé ne se rendormira plus. Camarades, plus d'esclaves. Quant à Salih Hadj, il écrit « Mes compatriotes syriens, indonésiens, égyptiens, sénégalais ou tunisiens m'ont chaudement félicité. Certains m'ont tout de même demandé si mon programme politique n'allait pas soulever un grand mécontentement dans les mouvements gouvernementaux et provoquer même une répression dans toute l'Algérie.
C'était un discours qui prévoyait la séparation avec la France, l'indépendance, l'Assemblée constituante, c'est-à-dire une constituante algérienne, la constitution d'une armée algérienne, ce qui était en 1927, en février, je crois, 1927, et qui relevait de l'impensable. C'est-à-dire, il faut se représenter ce qu'était l'Empire colonial à cette époque-là, et l'Algérie dans l'Empire colonial, qui était considéré comme des départements français. C'est pas une colonie comme les autres. Donc, appeler à l'indépendance et à la constitution d'une armée algérienne, c'était faire sécession, c'était, disons, un appel à la violence, quelque part. C'était interprété de cette manière-là par les autorités coloniales. Après cette lune de miel entre le Parti communiste et les indépendantistes, Staline change de stratégie et adopte la ligne du soviétisme dans un seul pays, aux dépens des luttes nationalistes. Le PCF retire son soutien à l'étoile nord-africaine. Le virage est brutal. Donc là, ils n'ont plus rien. Donc il faut qu'ils trouvent des locaux, il faut qu'ils trouvent la possibilité d'avoir de l'argent pour sortir des journaux, parce qu'ils veulent continuer à exister. Mais là, ils n'ont plus l'apport logistique du Parti communiste. Comment faire? C'est en 1930 que Messali et quelques-uns de ses compagnons décident de retourner à l'école. Vous savez, c'est des hommes qui avaient une volonté de faire quand même, hein, de faire FER et puis FAIRE, quoi. C'est-à-dire de ne pas rester comme ça, inactifs. C'était pas des victimes. Voilà. C'est ça le truc. C'est des acteurs. Quant à Lamine Senghor, il part en tournée après le congrès de Bruxelles. Le Havre, Bordeaux, Toulon, Marseille. Senghor va parcourir inlassablement la France et entraîner des centaines d'adhérents dans son sillage. Au ministère des colonies, durant les quelques jours qu'il a passés à Marseille, Lamine Senghor déploya une activité prodigieuse, se transportant de bateau à bateau, d'établissement à établissement et se rendant partout où il pouvait trouver un homme de couleur. Il se fit une telle publicité que beaucoup de Noirs le regardent déjà comme leur futur libérateur. Rongé par la tuberculose, Lamine Senghor va s'épuiser dans cette dernière tournée et s'éteint en novembre 1927 à Fréjus auprès de son épouse. Et à sa mort, je dirais, tout naturellement, c'est Tiemoko Garan Kouyaté qui va devenir à la fois la tête de file de la Ligue de défense de la race nègre, mais également la tête de file du mouvement anticolonialiste africain radical, comme l'avait été auparavant Lamine Senghor. Dès la création du comité de défense de la race nègre, Tiemoko Garan Kouyaté s'est imposé comme le bras droit de Lamine Senghor. Issu de l'élite colonisée malienne, cet instituteur de formation va chercher par tous les moyens à faire entendre la voix des Noirs à Paris. Kouyaté, comme beaucoup d'activistes à Paris dans l'entre-deux-guerres, il fallait aussi qu'il gagne sa vie. Sa vie, il ne la gagnait pas en faisant son anti-impérialisme, il n'était pas payé pour ça. Donc, parmi d'autres travaux qu'il a fait pendant cette époque, il a travaillé au Casino de Paris, où il a connu Joséphine Baker. Donc il a vu de très près, il travaillait en tant que machiniste, donc il a vu de très près la scène, comment ça se passait, et surtout le public et les réactions du public à l'époque. Ce public parisien est secoué, ébloui. Il découvre le jazz, Duke Ellington, Joséphine Baker et des boxeurs comme Al Brown. Dans les bals et les boîtes de nuit, tous les Noirs se mélangent. Antillais, Africains, Sud- et Nord-Américains, c'est la vogue nègre. Devant ce succès de la vogue noire auprès du public parisien, Kouyaté a l'idée d'organiser des bals. Pour commencer, il choisit un lieu stratégique. Ce sera Saint-Denis, quartier ouvrier de la banlieue parisienne. Et l'idée là-bas, c'est vraiment d'essayer de faire circuler ces idées parmi les populations ouvrières de Saint-Denis.
Et il organise un dancing, il invite des personnalités connues du Paris de l'époque. Et donc, ce croisement entre le culturel et le politique va se jouer à travers souvent ces espaces d'amusement qui sont aussi des espaces politiques en réalité. Mais cette vague exotique a ses limites pour Kouyaté. Exaspéré par l'image superficielle que les Noirs donnent d'eux-mêmes, réduits à des amuseurs de la nuit parisienne. Boîte de nuit, Montparnasse, c'est Rupin. Là se retrouvent la crème et le gratin. Orchestre nègre, miaulement de saxophone, des femmes du monde et leurs compagnons en tournée. L'une d'elles, petite, sèche comme le pain d'un chômeur, minaude. C'est gentil, c'est noir. Comme elle dirait, il est mignon ce petit chien. Et oui, vous ne nous connaissez que sous cet aspect, le nègre qui rit, l'amuseur pour gens oisifs. Mais derrière ses lèvres largement épanouies, il y a des dents qui grincent parfois. Kouyaté nage à contre-courant. En 1931, l'exposition coloniale, vitrine de l'Empire qui célèbre la plus grande France, suscite un engouement immense. 34 millions de visiteurs. La France est à l'apogée de sa fascination pour l'exotisme colonial. Seuls quelques anticolonialistes comme Messali Hadj et Kouyaté s'insurgent contre cette mascarade. Les Parisiens et les Français de province étaient conviés à l'expo pour admirer les indigènes et leur façon de vivre. Un peu comme on regarde les animaux au zoo. Derrière l'image idyllique de l'Empire français, la réalité est tout autre. La crise économique mondiale s'est invitée en France, et avec elle la misère et la xénophobie. Une vague d'antiparlementarisme secoue la France, alimentée par des scandales politico-financiers. Le 6 février 1934, une manifestation menée par des associations d'anciens combattants et des ligues d'extrême droite est l'occasion d'un déchaînement de violence. La riposte policière fait des dizaines de morts parmi les manifestants. Une contre-manifestation est alors organisée par le Parti communiste, où socialistes et communistes marchent côte à côte. Pas d'hésitation. À l'appel de Messali, des milliers de Nord-Africains manifestent, à Paris, Marseille et même à Alger. La place de l'Étoile nord-africaine se trouve à côté du peuple français, avec le prolétariat, dont le combat pour les libertés démocratiques, le travail, le pain, la dignité. Désormais visible sur la scène politique, le mouvement de Messali Hadj devient l'une des cibles privilégiées de la presse d'extrême droite. Les qualificatifs les plus racistes vont commencer à jaillir à cette époque-là, dans les années 30. Les Boudiots, les Arabes, enfin bon, bref, tous les qualificatifs possibles et inimaginables qu'on trouve dans une presse d'extrême droite qui est extrêmement puissante dans les années 30 avec des tirages très importants et qui mène des enquêtes à cette époque-là pour expliquer que ces populations sont porteuses de maladies, sont porteuses surtout de syphilis, puisque c'est associé à la question sexuelle, hein, l'immigration, ça c'est très important. Et donc il y a toute une série de campagnes qui les désignent hein, comme des ennemis intérieurs, comme ceux qui visent à détruire la nation française à la fois sur le plan politique, mais aussi sur le plan biologique. Le journal L'Ami du Peuple écrit en avril 1934 « Messali Hadj a tenu une abominable réunion contre les Français qui lui donnent l'hospitalité. 600 musulmans déchaînés par les dégorger sur l'heure, les premiers passants rencontrés, si Messali leur en donnait l'ordre. L'Ami du Peuple pose 2 questions précises. Qu'attend-on pour expulser Messali Hadj et pour supprimer ou interdire l'Étoile nord-africaine et son journal, El Oumma ?» Face à l'expansion de l'Étoile nord-africaine, l'État français réagit.
Le bureau de la rue Lecomte, chargé d'encadrer et de recenser les ouvriers algériens, se dote d'une brigade spéciale qui a les mains libres pour intimider les sympathisants du mouvement nationaliste. Suppression des allocations chômage ou familiales, menaces de licenciement et d'expulsion, tous les moyens sont permis. Mais Sali n'en continue pas moins d'organiser meetings et réunions. Le 1er novembre 1934, il est incarcéré à la prison de la Santé pour provocation de militaires à la désobéissance dans un but de propagande anarchiste. La prison n'arrête pas le militant infatigable. Mais avec la montée du nazisme et du fascisme en Europe, il va se trouver, comme les autres militants anticolonialistes, dans une situation intenable. En 1935, l'Italie de Mussolini envahit l'Éthiopie. Les anticolonialistes comme Messali et Kouyaté, révoltés par cette agression contre l'un des seuls pays africains non colonisés, mènent une campagne de soutien aux Éthiopiens. Ils ne sont pas seuls. Devant la montée des périls, les forces de gauche se mobilisent. En 1935, effectivement, l'invasion de l'Éthiopie, meeting de la Ligue de défense de la race nègre, grand meeting de solidarité, il y a des communistes, etc. qui viennent. Enfin bon, tout ça est OK. Mais en 1935, Staline décide, tout ça c'est fini. Il y a eu la montée du nazisme, et donc tout ce qui peut apparaître comme mouvement anticolonialiste dans le contexte de l'époque n'est pas bien vu, puisque tout mouvement anticolonialiste affaiblit les métropoles, les métropoles coloniales face à l'Allemagne et face à l'Italie. Pour des gens comme Messali et tous ses camarades, etc., ils sont confrontés à un problème redoutable. C'est-à-dire rester sur leur position anticoloniale et ne pas verser dans le compagnonnage avec le nazisme et le fascisme. C'est ça toute la difficulté. Avec l'élection du Front populaire en 1936, l'espoir renaît chez les pionniers de l'anticolonialisme à Paris. Ils pensent que cette gauche, qui s'est toujours montrée sensible aux questions coloniales, va forcément les soutenir. Avec l'arrivée du Front populaire, Timoko Garan Kouyaté abandonne des positions révolutionnaires pour se mettre sur des positions de type réformiste. Et alors donc, Timoko Garan Kouyaté va écrire au ministre des colonies, proposer ses services pour jouer peut-être un rôle tel que le rôle qui avait été joué par Blaise Diagne dans le passé, d'être en quelque sorte l'interlocuteur des peuples africains auprès des autorités françaises, mais il n'obtiendra pas gain de cause. Que ce soit avec le Front populaire ou avec les gouvernements qui lui succèdent, toutes les tentatives de Kouyaté échoueront. Messali, comme beaucoup de colonisés, comme la plupart, ils ont placé de grands espoirs dans le Front populaire. Mais s'apercevra très vite, 6 mois plus tard, que le Front populaire ne bouge pas. Sur la question coloniale, il ne bouge pas. Ni la SFIO ni le Parti communiste bougent. Donc, à ce moment-là, il reprend sa liberté de parole à la fin de l'année 36, et en janvier 1937, le Front populaire va dissoudre l'Étoile nord-africaine, donc les militants vont plonger dans la clandestinité. Emprisonné à plusieurs reprises, Messali est hostile à toute collaboration avec l'Allemagne nazie. Mais il ne se range pas sous le drapeau français pour autant. Fidèle à ses convictions, il refusera toutes les avances des gouvernements successifs, jusqu'à celle de Vichy. Comme il refuse Messali, il va être mis au bagne. Arrêté, lambaise, sourcils rasés, crâne rasé, fer aux pieds, terminé. Il ressortira qu'en 1945. Messali Hadj quittera la France pour fonder un nouveau parti en Algérie. Il n'a pas conquis le pouvoir, mais il est considéré aujourd'hui comme le père du nationalisme algérien. Le destin de Kouyaté est plus trouble. C'est dans les archives de Mauthausen, camp de concentration nazi, qu'on a retrouvé sa trace. Il y est mort en 1944. Que s'est-il vraiment passé ?
On sait qu'il a tenté de nouer des alliances avec le gouvernement de Vichy, puis l'occupant allemand. Traître ou résistant? Le mystère n'a pas été élucidé sur ce précurseur dont on ne dispose que de 2 photographies, avec une certitude. Il a déployé toute son énergie pour la cause anticoloniale et s'est sans doute perdu en chemin. Quant à Ho Chi Minh, il ne reviendra en France que pour négocier l'indépendance du Vietnam en 1946. C'est pourtant le même homme qui écrivit cette lettre en 1911 sur le paquebot où il s'était embarqué. Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance la faveur de suivre les cours de l'école coloniale comme interne. Je suis entièrement dénué de ressources et avide de m'instruire. Je désirerais devenir utile à la France. En attendant votre réponse que j'espère favorable, agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma reconnaissance anticipée. La demande n'aboutira pas. La France a sans doute perdu un administrateur hors pair. À la place, Ho Chi Minh est devenu l'icône de la nation vietnamienne. À Paris, ces pionniers auront posé la première pierre d'un monde qui émergera après la Seconde Guerre mondiale, celui qu'on appellera le tiers-monde.